accueillir pour cette au moins 4e conférence lors de la journée du droit des femmes que nous organisons depuis un certain nombre d'années avec toujours beaucoup de plaisir et d'intérêt de notre audience, puisque c'est un des événements qui marche le mieux que nous organisons. Alors cette année, on le fait à distance compte tenu de la situation. Et quelque part, ça correspond au thème qui a été retenu par l'ONU. Avant de poursuivre, d'ailleurs, je vais vous préciser que nous allons enregistrer cette conférence si vous en êtes d'accord. Donc cette année, le thème qui a été retenu par l'ONU, c'est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid ou dans un monde post-Covid. Et donc nous allons essayer de réfléchir sur ce sujet. On peut noter, pour vous donner quelques éléments de contexte, que notamment certains pays dirigés par des femmes ont particulièrement mieux réagi que d'autres à la vague pandémique. L'Allemagne, la Finlande, vous connaissez certainement. Néanmoins, encore aujourd'hui, nous n'avons que 20 femmes qui sont chefs d'État dans le monde. Et pourtant, on a quand même eu une bonne nouvelle avec la nomination à l'Organisation mondiale du commerce d'une directrice générale, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Alors, je suis Jean-Christophe de Tozia, je suis moi-même le DG de Descartes Développement et Innovation. Et pour cette journée, on a voulu réunir un certain nombre de femmes d'affaires qui font partie de sociétés avec des conventions de collaboration. Donc, je vais tout de suite vous passer la parole pour que vous puissiez vous présenter et dire de quelle société vous êtes, quelques mots sur votre carrière. On va commencer par Sylvie Brion, par ordre alphabétique. Sylvie, tu as encore ton micro. Il faut que tu désactives ton micro. Merci Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous, même si je crois que c'est plutôt la gente féminine qui est représentée parmi notre auditoire aujourd'hui. Donc, je suis Sylvie Brion, maire du village Baïséa, Brie-Picardie. Le village Baïséa, c'est un accélérateur de start-up qui est situé en plein cœur de Marne-la-Vallée, sur Val-d'Europe, plus exactement, et qui accompagne les start-up en phase d'accélération sur chacun de leurs leviers de croissance pendant une durée de 2 ans. Aussi bien en France qu'à l'international, et notamment grâce à des mises en relation business. Les startups aujourd'hui sont 20, au nombre de 20, accélérés en même temps au village, et il y a une trentaine de partenaires également qui sont à nos côtés pour cela. Et juste pour terminer ma présentation, le village est spécialisé sur les startups, sur les thématiques suivantes: ville durable, construction, logement, économie du tourisme et agroalimentaire, qui sont des thématiques qui collent au territoire sur lequel nous sommes installés. Merci Sylvie. Virginie Gauthier. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de participer avec vous à cette table ronde aujourd'hui. Donc, je m'appelle Virginie Gauthier, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants. Je suis actuellement déléguée au marché d'affaires au sein de GRDF. Donc, GRDF, c'est la filiale indépendante d'Engie qui regroupe les activités de distribution et de gaz en France. Donc, mon métier au quotidien, c'est de développer les activités de gaz et de gaz vert auprès du marché professionnel en Île-de-France, en accompagnant les clients sur le choix de leur solution énergétique mixant gaz et énergie renouvelable. Alors, si je fais un petit point sur ma carrière rapide, donc je suis diplômée d'un DESS de statistique et d'économétrie, et j'ai commencé ma carrière dans des activités qui étaient en développement et sur un secteur en plein boom, qui étaient les centres de contact externalisés, au même moment que le développement des télécommunications et du boom technologique qui a eu lieu à cette mise en œuvre. Ce qui m'a permis rapidement de prendre des fonctions de management et de direction sans vraiment se poser la question de la place de la femme dans la société, car c'était un nouveau métier, un nouveau secteur d'activité, et on avançait en fonction de nos compétences sans se poser des questions. Il y avait des postes à prendre, des choses à créer, donc on avançait dans ce sens.
Depuis 2012, j'ai rejoint Engie et maintenant, depuis 5 ans, je suis donc au sein de GRDF et je continue à avancer dans ce secteur. Voilà pour moi. Merci Virginie. Marie Yakinta. Oui, bonjour. Je suis moi aussi très contente de participer à cette conférence. Donc, je suis directrice du développement pour Veolia Eau, le territoire marne-et-oise, qui a son siège au cœur de l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Et je m'occupe au quotidien de suivre et de négocier nos contrats de concession d'eau et d'assainissement sur tout le territoire. Du côté de mon parcours, j'ai 41 ans, j'ai occupé diverses fonctions en termes d'exploitation et de commerce, toujours dans les secteurs liés à l'eau et à l'environnement, que ce soit pour des distributeurs d'eau ou pour le monde de l'agriculture. Merci. Et Farata. Bonjour à tous, merci Jean-Christophe de m'avoir invité. Je suis très contente d'être là. Je travaille pour Suez, je suis responsable commerciale pour Suez aux France. Donc, comme Marie, je m'occupe aussi, je gère aussi voilà, la négociation de nos contrats et je dirais que notre métier est peut-être divisé en deux fonctions. D'une part, négocier les contrats et puis leur vie, et puis d'autre part, rendre compte à nos clients sur nos activités et nos engagements contractuels. Alors, Suez, on gère des réseaux d'eau potable et d'assainissement, et puis des installations. On vous envoie aussi vos factures d'eau de temps en temps. Voilà. Alors, pour mon parcours, moi, j'ai commencé, j'ai fait des études, alors pas en France, au Liban et aux États-Unis. J'ai commencé mon parcours professionnel aux États-Unis. Ça peut peut-être expliquer certaines idées que vous entendrez tout à l'heure. Et je suis chez Suez depuis 2006 avec un passage dans une PME nantaise aussi et un MBA au milieu. Très bien. Sylvie, juste, tu veux bien nous dire quelques mots sur ton parcours, s'il te plaît, parce que tu es la seule qui n'a pas parlé de ta carrière avant maire du village. Sylvie. Oui, c'est bon, je viens de Voilà. mettre le micro. Moi, je suis au Crédit Agricole Brie-Picardie depuis 1995, donc depuis très très longtemps, avec un parcours à la fois siège et réseau. Donc, j'étais responsable d'un secteur d'agence, enfin d'un groupe d'agences sur le secteur de Meaux, puis ensuite un parcours siège avec la responsabilité du marché des professionnels puis du marketing. Et les 9 dernières années, avant de prendre la responsabilité du village, de porter le projet village puis de le déployer, j'étais responsable de la banque privée sur la Seine-et-Marne, c'est-à-dire de la relation avec les dirigeants d'entreprise. Et au niveau de la formation, je me suis remise en question il y a quelques années pour me prouver que j'étais capable de m'impliquer dans l'innovation et d'être une femme intrapreneur. Et j'ai fait un MBA à l'ESSEC. Merci beaucoup. Et sans oublier, bien évidemment, notre deuxième banquière, Marie-Laure Maury. Je passais un peu vite par ordre alphabétique. Marie-Laure, à toi. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Marie-Laure Maury, j'ai 50 ans, je suis à la Société Générale depuis ma toute prime jeunesse. J'ai fait toute ma carrière dans cette banque. Je suis passée effectivement par tous les métiers, de chargée de clientèle, privée, professionnelle. J'ai fait plus de 17 ans de management en direction d'agence, de 3 personnes jusqu'à 20 personnes, adjointe de direction commerciale également. Et j'ai souhaité faire un changement de carrière il y a à peu près 2 ans cela, 1 an et demi à peu près, pour m'occuper essentiellement des entreprises, des grandes associations et des collectivités territoriales. Et je suis donc aujourd'hui chargée d'affaires dans ce domaine pour la Société Générale sur la zone géographique de Chessy, qui en fait réellement couvre le 93 et le Nord 77. Voilà. Merci.
ce table ronde, pour cette présentation de notre table ronde. Alors, quelques éléments avant de vous poser des questions un petit peu plus précises. Juste pour vous rappeler des choses qu'on a apprises en lisant le baromètre APEC de la rémunération en 2020, au-delà de tout ce que tout un chacun a pu lire et entendre ces derniers jours et aujourd'hui sur la parité en général. D'une part, il y a quelque part une question de plafond de verre dans l'accès au poste de management, puisque on a à peu près 35% des femmes cadres qui sont managers contre 43% des hommes. Que par ailleurs, souvent, les femmes ont à gérer des équipes qui sont plus petites en matière d'inégalité salariale, d'après ce qu'on peut apprendre aussi avec le baromètre APEC sur les chiffres de 2019, le salaire médian des hommes est supérieur d'environ 9% à celui des femmes. Et à profil identique, on est à 8% en moyenne de salaire supérieur. Il y a eu aussi des impacts non négligeables de la crise sanitaire. D'une part, un certain nombre de dames étaient, j'ai envie de dire, en première ligne, que ce soit au niveau de l'enseignement, des métiers d'aide à la personne, les personnels soignants, les personnels dans les EHPAD, et qui ont donc eu à gérer à la fois cette vie professionnelle difficile en cette période de confinement notamment, et une vie privée. Et on a pu noter à côté de ça des violences augmentées dans la sphère privée, les appels aux forces de l'ordre qui ont été plus importants que d'habitude. Donc, au-delà de ces réalités, notre focus sur la mini-conférence visionnatoire de ce midi est plutôt comment la crise a-t-elle impacté votre travail, mesdames, et quelle est votre vision sur le leadership féminin en 2021. Donc, l'environnement professionnel. Alors, c'est une question que je vais adresser à Marie, Faha et Virginie. Comment, mesdames, vous êtes-vous intégrées tout d'abord dans des sociétés qui sont a priori connotées sur des métiers relativement masculins, et comment les femmes sont-elles représentées à des postes de direction dans vos sociétés? Marie, peut-être? Oui. Alors, donc je suis arrivée il y a moins de 3 ans chez Veolia O. C'est vrai que c'est un métier qui, comme les deux autres, majoritairement masculin, mais on a quand même une bonne représentation des femmes au niveau de la direction, puisque la numéro 2 de Veolia, le groupe Veolia, est une femme au niveau du monde. Et en particulier dans mon territoire, j'ai la chance d'avoir un environnement très féminin, même au niveau de la direction, qui est à 50% féminin. Et mon service, qui est 100% féminin, lui, de son côté. Donc, on va dire que je me sens dans un milieu mixte. En revanche, là où peut y avoir des différences, c'est par rapport à mes clients qui sont principalement des collectivités. Donc là, on assiste dans les services beaucoup de femmes. Je dirais même que ça, pour un milieu lié à l'eau, à l'assainissement, les femmes ont rattrapé et sont majoritairement présentes. En revanche, il n'y a pas d'élus décideurs au sein des communautés d'agglo ou des syndicats qui sont mes clients, qui sont des femmes. Donc voilà. Mais globalement, un environnement, pour ma part, plutôt bienveillant dans l'entreprise et auprès des clients et des services. Et chez Suez? Alors, peut-être en préambule, je vais redire ce que j'ai déjà dit à Jean-Christophe, qui est que fondamentalement, au travail, je ne me définis pas en fonction de mon genre, c'est-à-dire je me considère d'abord comme un individu avec mes compétences, mes qualités, mes défauts. Et pour le moment, chez Suez, j'ai jamais été confrontée au fait qu'on m'assigne à identité. C'est-à-dire, j'ai jamais vécu de discrimination ou de soucis particuliers par rapport au fait d'être une femme. Effectivement, globalement, on a des métiers qui sont majoritairement masculins, mais pareil que Marie, nous aussi, on est une région très féminine. Sur 3 directeurs d'agence, on en a 2 qui sont des femmes. Au niveau de Suez, alors les chiffres sont de l'ordre de 25%
de femmes dans les métiers opérationnels et 35% plus généralement dans l'entreprise, parce que les services supports sont, comme dans beaucoup d'endroits, plus féminins que les services opérationnels. Et je fais le même constat que Marie, c'est-à-dire qu'au niveau des clients, effectivement, dans les élus, il y a peu de femmes. On en a quand même, nous, on a pas mal de maires femmes. Et au niveau des services, on est quasiment à la parité, pas mal de directrices de l'eau et de l'assainissement sur mon périmètre également. Voilà. Quand même pas mal. Et chez GRDF, alors? Alors, je dirais effectivement en préambule, hein, comme Farah, on ne se définit pas par rapport à notre genre. C'est vrai que cette question se pose, dans nos structures, se pose moins. Même si effectivement, GRDF est une structure historiquement masculine. C'est un métier technique, de réseau, de maintenance de tuyaux, avec aussi des métiers très d'ingénieurs. Le genre de métier qui était moins ouvert à des femmes de certaines générations, ou des femmes qui aujourd'hui, ou des hommes aujourd'hui qui sont éligibles peut-être à des postes de COMEX. Donc aujourd'hui, dans notre COMEX, nous avons 2 femmes. Dans nos comités de direction, on a de plus en plus également de femmes, mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les femmes puissent se permettre et arrivent à obtenir et arriver dans ces postes. Je dirais, chez GRDF ou dans d'autres entités au sein de la société, les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure sont des chiffres qui sont marquants et qui sont un fait. Maintenant, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de l'intégralité, d'une grande majorité de la population et des entreprises qui se dit bien qu'une entreprise ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de mixité. La mixité qui représente aujourd'hui la population française fait qu'une entreprise peut être performante parce qu'elle s'adresse à toute la population. On a trop longtemps parlé qu'aux hommes et on se rend compte de plus en plus que pour être performant et pour être efficace, il faut pouvoir parler à toute la population, donc avoir et des femmes et des hommes. Et c'est ce mix des deux qui me semble très important pour se permettre d'avancer et dans lequel moi personnellement je m'inscris et l'entreprise dans laquelle je suis s'inscrit également. Donc, beaucoup de choses sont faites chez nous pour faire cette transformation. Il y a de nombreuses initiatives qui ont pu être prises avec de la promotion peut-être 100% féminine pour aider les femmes à obtenir des métiers techniques. Bon, les femmes infirmières soulèvent des personnes qui sont plutôt lourdes, comme des hommes peuvent soulever des gros tuyaux. Donc, de plus en plus, on se voit que les femmes peuvent avoir accès à certains métiers si elles en ont envie. Et on travaille pas mal sur ce sujet avec effectivement des formations, des associations, des systèmes de marrainage, des systèmes de leaders qu'on accompagne, des femmes qu'on accompagne pour briser ces passions de verre et justement permettre d'accéder à des postes de responsabilité, de continuer à avancer, de ne pas se mettre des freins et pour que demain, on soit mixte dans tous nos CODIR, dans tous nos COMEX et que les femmes y trouvent la place qu'elles doivent y trouver comme les hommes. Alors, les RH dans vos grands groupes doivent avancer sur ces sujets pour faciliter les choses. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, au niveau de la Société Générale? Jenny, tu pourras reparler après. Oui, écoutez, au niveau de la Société Générale, il y a eu un énorme progrès de fait. Il faut quand même garder à l'esprit que l'image du banquier était jusqu'à il y a quelques années encore l'image d'un homme en costume cravate, avec la petite barbe, les petites lunettes rondes, enfin voilà, l'intellectuel, le financier, celui qui donnait des conseils boursiers. Et c'est vrai que c'était… Oui, Jean-Christophe, c'est vrai que cette image-là, elle est restée collée finalement au banquier pendant quelques années. C'est vrai que depuis, je dirais, une quinzaine d'années, l'image change. Alors, c'est pas toujours simple quand on est une femme d'arriver derrière des postes d'hommes. C'est ce qui m'est arrivé la plupart du temps dans mes métiers de manager. Je remplaçais des hommes. Et c'est vrai que la première réaction de mes clients en face a été une réaction de surprise. Dans ce métier-là, en tout cas, dans le métier de banquier. Elle était une réaction de surprise. Il m'est arrivé quelques mésaventures d'ailleurs assez rigolotes à ce sujet-là. Et puis au final, je me rends compte que les années passant,
on est plutôt dans une dynamique de modifier en fait la cartographie du genre des banquiers, quels que soient les niveaux en fait de nos métiers. Et la Société Générale a mis en place un certain nombre d'opérations de valorisation féminine, notamment là justement pour le jour de la femme, avec des témoignages de femmes qui se sont montrées exemplaires sur leur métier, qui donnent envie à d'autres femmes de faire des formations, parce qu'on a des formations internes qui nous permettent en fait de monter en grade à l'intérieur même de notre entreprise et de valoriser donc les compétences. Donc effectivement, la Société Générale a vraiment travaillé sur le sujet et aujourd'hui, on est vraiment sur alors peut-être pas une parité, mais en tout cas beaucoup de femmes dans les comités de direction, dans les COMEX, de plus en plus, même si à la tête de notre entreprise figure quand même une majorité d'hommes aujourd'hui. Mais les femmes arrivent. Chez Veolia aussi, il me semble qu'il y a quelque chose qui a été mis en place par RH sur la parité ou l'accès des femmes. Oui, tout à fait. On a une formation. Enfin, c'est vrai que on est dans des sociétés qui évoluent, qui essaient d'évoluer au rythme de la société aussi. Donc, on a les RH qui organisent des formations, notamment sur le sexisme ordinaire, qui dans des milieux très masculins peut être aussi ce qui pose problème au quotidien au niveau des femmes. On a également des plateformes d'échange qui ont été créées avec des plateformes dédiées aux femmes pour qu'elles puissent échanger sur certains sujets. On a à cœur, au moment du recrutement, de l'indiquer aux personnes qui sont recrutées. Plus largement, chez Veolia, il y a une vraie prise de conscience autour de notamment les enjeux de parité et d'égalité au travers de la raison d'être de Veolia, qui se veut un peu un porte-parole de nos actions dans la société. Et puis, voilà, après, on peut toujours aller plus loin. C'est un petit peu là où on en est en France, comme chez Veolia, c'est-à-dire intégrer tout ça dans le quotidien, au jour le jour, en faire un peu comme on a fait. Je compare souvent à la sécurité ou à des problèmes sociétaux qu'on a pris en charge dans les entreprises, comme l'alcoolisme par exemple. Et donc, on a agi en rendant obligatoire certaines formations sur ça, des contrôles, des retours d'expérience. Et je pense que voilà, c'est la prochaine étape pour pouvoir aller plus loin au niveau des femmes dans les entreprises. C'est un petit peu institutionnaliser un petit peu tout ça dans nos quotidiens pour que ça devienne un réflexe. Oui, Farah, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, pour partager également ce qu'on fait peut-être chez Suez. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà des choses qui avaient été mises en place en termes d'objectifs sur la parité dans le comité de direction, etc. Et l'année dernière, comme on s'est rendu compte qu'il y avait moins de femmes managers dans les métiers opérationnels, il y a une étude qui a été lancée en partenariat avec d'autres entreprises pour essayer d'identifier les freins donc, à cette... pourquoi il y a moins de femmes dans ces métiers-là que dans les métiers support, et essayer de les lever. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant ou on peut en parler plus tard dans le déroulé de la présentation, mais il y a des choses qui ont été mises en place en termes de visibilité des rôles modèles féminins, de lutter contre les stéréotypes, de rendre les offres plus attractives aussi pour les femmes, et puis de mise en réseau aussi des femmes. D'accord. Mais alors, en fait, on sait que dans les écoles d'ingénieurs, dans les métiers techniques, dans des études techniques, il y a moins de jeunes filles que de messieurs. Quand tu travailles avec des startups, comment tu observes la situation au niveau de la création d'entreprises par des jeunes femmes? Au niveau des startups, globalement, il y a une prépondérance d'hommes et notamment sur les startups tech. Pour autant, parmi les plus jeunes start-upers, on retrouve de plus en plus de start-upeuses. Si je peux donner quelques chiffres, au niveau du village Baïséa, donc l'équipe qui accompagne les startups, on est une équipe exclusivement féminine.
Donc, on est 3 femmes qui accompagnons nos startups. Ça n'a pas été un choix délibéré de ma part de choisir 2 femmes pour m'accompagner dans ces missions. J'ai plutôt regardé la complémentarité de nos expertises et nos différentes sensibilités pour pouvoir accompagner les startups. Et donc, il n'était pas question de genre, mais plutôt de capacité à accompagner les startups. Maintenant, quand je regarde au niveau des startups du village, tout à l'heure, je vous disais qu'on a des spécificités puisque les thématiques sur lesquelles innovent nos startups, donc c'est ville durable, économie du tourisme et agroalimentaire. Et du coup, on a une proportion au village plus importante qu'au niveau global de femmes start-upeuses. On a 25 à 30% à peu près de start-upers qui sont des start-upeuses au village. Ce qui est quand même inférieur à la moitié. On n'est pas à 50%, mais c'est un peu plus important que ce qu'on peut regarder au niveau national. Et quand je regarde les porteuses de projets, c'est-à-dire au-delà des membres de la start-up, celles qui ont cofondé la start-up, je suis à peu près sur la même proportion, j'ai à peu près un tiers de start-upeuses. En fait, ce qu'on voit, c'est que au niveau de tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est secteur numérique, on a aujourd'hui une féminisation. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, sachant que ce qui est important, c'est que les profils soient variés et que ce qui est commun, ce soit l'innovation et plutôt l'impact plutôt que le fait d'être une femme ou un homme. On observe la même chose à l'incubateur Descartes. On a à peu près le tiers d'équipes avec, on va dire avec des femmes. En revanche, au niveau des cofondatrices, là, peut-être qu'on est à une proportion un petit peu inférieure. Alors, on a parlé pas mal de stimulation de cet effet parité. Je crois que Virginie, tu es membre et opères qui s'appelle Effet A. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Oui, j'ai eu la chance de participer à cette belle aventure, mais avant tout, je voulais juste revenir sur un petit point dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Christophe, sur les RH avaient beaucoup de choses à faire encore. Oui, et les RH ont beaucoup de choses, mais pas que. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire de RH, la place des femmes dans les entreprises et leur évolution. C'est une histoire à tout niveau, du COMEX, de l'individu jusqu'au COMEX. Il y a beaucoup de stéréotypes qu'on doit travailler, il y a beaucoup d'engagements qu'on doit avoir, de choses qu'on doit modifier, mais pas qu'au niveau RH. Les RH sont là pour impulser, mais il faut qu'il y ait un relais et que cette prise de conscience, elle soit partout. C'était la petite intervention que je voulais faire suite à ton message de tout à l'heure. Donc, je reviens effectivement sur l'effet A. On parle d'accompagnement pour briser des plafonds de verre, pour prendre confiance en soi. Donc, ça va dans des actions de coaching, de formation et d'accompagnement de futurs dirigeants, de futurs leaders de demain dans les entreprises. Et donc, j'ai pu participer à l'EFEA, qui est un accompagnement de l'entreprise à tout niveau pour permettre justement aux femmes de prendre confiance, d'avoir le courage de se dépasser, de faire des choses qu'elles n'imaginaient pas, de se poser vraiment leurs questions sur ce qu'elles veulent faire dans la vie, pourquoi elles veulent aller par là ou par ci, qu'est-ce qu'elles veulent faire réellement. C'est une initiative canadienne, c'est parti du Canada, et le Canada est peut-être un peu plus en avant sur le positionnement dans les femmes et dans les leaders, et sûrement comme Farah, dans tes expériences américaines, il y a une vision du monde du travail qui est parfois un peu différente que ce qu'on peut peut-être avoir dans notre vieille Europe, entre guillemets. Mais c'est effectivement cette vision canadienne qui arrive et qui est mélangée en France avec justement des femmes qui viennent nous parler lors de conférences de leur réussite, mais également de leurs échecs, de leurs choix qu'elles ont fait à un instant T de leur vie qui leur ont permis d'avoir telle ou telle carrière, de faire des pauses parfois, de ne pas en faire à d'autres moments ou d'accélérer, ou même de se tromper, d'avoir à prendre une voie, se tromper, se sentir mal à l'aise et rebondir sur une autre activité.
Donc, c'est vraiment une formation très, très intéressante qui permet effectivement de se donner confiance. Et je pense que la confiance est un point important aujourd'hui dans le positionnement de la femme. Une excellente transition vers notre deuxième sujet de la conférence, qui est l'impact de la crise sur les échanges professionnels, notamment, et sur votre quotidien professionnel. Marie, d'après toi, quel a été l'impact justement du confinement, de la crise sanitaire, etc., sur tout ce qui relève des échanges entre collègues et avec les clients? Alors, effectivement, alors chez Veolia, mais je pense la plupart de nos entreprises, hein, les échanges entre toutes les personnes qui d'habitude se parlent, se voient, se rencontrent, ont été complètement bouleversés par cette crise. Hein. Ça a été vraiment le changement majeur dans notre façon de travailler. Le mien en particulier, hein, en étant sur un poste commercial, je dirais que 75% de mon activité est consacrée à des relations professionnelles. Alors, si je commence par un point factuel, c'est que les échanges par mail ou en vidéo sont quand même beaucoup plus normés que des échanges qui peuvent être un peu autour d'une pause café ou une rencontre plus informelle. Et du coup, on observe moins de sexisme ordinaire ou de réflexions qui peuvent un petit peu diminuer les femmes dans leurs liens. Finalement, avec un ordinateur, on remarque qu'on est plus égaux. On ressent moins la différence. En revanche, j'ai bien vu quand même, alors même si nos organisations ont essayé de faciliter tout ça, mais dans la société en général, auprès de mes collègues, mes amis, c'est quand même les femmes qui ont assumé, notamment pendant le premier confinement, cette surcharge du fait d'avoir les enfants, pour les mères de famille à la maison, pas partout évidemment, mais beaucoup cette charge qu'on dit mentale et organisationnelle a incombé aux femmes. On sait dans les statistiques aussi que professionnellement, ça a été plus compliqué pour les femmes, l'augmentation des violences, on en parlait tout à l'heure. Donc, on peut se dire que cette crise Covid, on a quand même la sensation que ça fragilise un petit peu les femmes. Et moi, je m'en suis aperçue plus particulièrement au travers des interventions télévisées. On a beaucoup parlé du rôle essentiel des femmes, hein, les infirmières, les caissières, voilà, cette frange de la population dite essentielle, qui était quand même très féminin. En revanche, ça je ne l'ai pas ressenti au travers des interventions où j'ai vu beaucoup d'hommes interviewés dans les émissions, montrer leur rôle d'expert et être présents sur la gestion de la crise au niveau national. Dans les relations avec les clients, justement, Marie-Laure, toi qui es confrontée à la fois à des clients existants et aussi à des prospects, qu'est-ce que ça a changé, toutes ces réunions en digital? Alors, effectivement, par rapport à… Je voudrais juste revenir sur un point que Marie a soulevé, qui est en fait le rôle de la femme à la maison et dans le cadre du télétravail avant de partir sur les clients. Je voudrais juste mettre un bémol. Je pense que les hommes qui se sont retrouvés en télétravail avec leur épouse, chose qui n'était absolument pas prévue au programme pour eux, ont réellement pris conscience du travail que leur épouse faisait à la maison. Je pense quand même que ça a pu faire évoluer un peu les mentalités de ces messieurs en se disant finalement, elle ne passe pas ses journées à rien faire, mais elle est bien occupée, ma chérie. Et quelque part, je pense que là-dessus, on peut peut-être travailler pour faire évoluer les mentalités sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je parlais surtout des femmes dans un couple où les deux télétravaillent, en fait, où les deux se retrouvent à la maison. Mais effectivement, la prise de conscience dans les cas des foyers où on a une femme au foyer, par exemple, je pense que j'ai pas eu énormément d'exemples autour de moi, mais je pense que ça a été essentiel, ça, effectivement, de se rendre compte que le quotidien, c'est pas si simple que ça. C'est vrai que nous sommes des femmes actives, donc finalement, ce rôle de femme au foyer, on ne le voit que le week-end, on ne le vit que le week-end, quelque part. Mais il y a beaucoup de ces dames qui sont aujourd'hui toutes seules à la maison et qui doivent gérer le quotidien. Et je pense que d'avoir leur mari à la maison avec elles, peut-être que ça a permis aussi de faire une prise de conscience par rapport à leur vrai rôle dans le foyer, un rôle essentiel. Maintenant, pour en venir
Aux échanges avec mes clients, effectivement, c'est un petit peu plus complexe parce que alors, j'ai des clients que je connais, donc là, avec cela, ça ne pose absolument aucun problème parce qu'ils m'ont déjà vu physiquement, ils savent à quoi je ressemble, on a déjà fait des affaires ensemble et donc de ce fait, naturellement, ils acceptent une visioconférence, un Skype, même oral, parce que sur Val d'Europe, je pense que si vous pouvez en témoigner, on a quelques petits problèmes de connexion avec Internet, donc passer un Skype visio plus audio, c'est pas toujours simple. Mais malgré tout, quand ça reste audio, il y a quand même un échange qui se fait, une confiance qui est présente. Ça, c'est avec les clients existants. Maintenant, avec les prospects, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que déjà, c'est plus compliqué de travailler un prospect, quoi qu'on dise, hein, vous le savez tous. Mais alors, quand en plus de ça, on ne peut pas se voir et que ça va se faire à distance, alors là, c'est vraiment pratiquement mission impossible. Donc, la seule solution, c'est qu'effectivement, on se déplace. Et on n'a pas le choix, il faut se déplacer, il faut aller voir la personne en question pour pouvoir établir le dialogue et la confiance. Et c'est seulement par ce biais-là qu'on peut continuer des relations et développer des relations avec cette personne. Malheureusement, par expérience, un simple coup de fil ou même une visio, si on arrive à l'établir, ne suffit pas à gagner la confiance d'un client qui ne vous connaît ni d'elle ni d'Adam et qui ne sait pas quelles sont vos capacités, vos compétences. Et c'est vrai, quand on est plongé quand on est plongé dans ce milieu professionnel et qu'on doit gérer des problématiques importantes pour des entreprises qui, en plus de ça, se retrouvent parfois en grande difficulté de par la crise sanitaire, il faut être présent. Mais il ne faut pas seulement être présent à l'oral, il faut aussi être présent physiquement pour aller voir leurs locaux, voir leur stock, comprendre leur activité. Et ça, c'est hyper important. Donc, malgré la crise sanitaire, malgré le confinement, on a dû se déplacer, on s'est déplacé chez nos clients et nos prospects. Alors, confiance, dialogue, mais qu'est-ce que ça donne en termes de management d'équipe, ces situations en digital, d'après toi, Virginie? Comment tu as géré, toi, justement, le management d'équipe à distance, comme ça? Alors moi, ça a été personnellement un challenge parce que j'ai pris mon poste le 1er avril. Donc, nouveau poste en plein confinement, je veux dire, c'était assez rock'n'roll quand même. Surtout sur une équipe qui n'était pas spécialement habituée à faire du télétravail, même ce n'était pas quelque chose qui était dans les mœurs. Donc, il a fallu, avec les managers, hein, bien évidemment, je ne l'ai pas fait toute seule, mais il a fallu se réinventer, se réorganiser, trouver les bons moyens pour rester en contact, communiquer, échanger, garder le lien et garder la productivité, parce que bien évidemment, la vie continuait, hein, même si entre confinement 1, confinement 2, les choses étaient peut-être un peu différentes. En tout cas, des accès étaient possibles, un peu plus dans le deuxième confinement que dans le premier, mais la vie continuait, la vie des travaux, la vie des réalisations continuait, et il fallait rester en écoute et en lien avec les clients qui eux-mêmes étaient très, très inquiets. Donc, je pense que cette crise a été finalement un vrai accélérateur de transformation. Et on est tous partis, hommes-femmes, d'un même niveau d'égalité parce qu'on était tous à distance avec les mêmes outils et à devoir se réinventer. Donc, c'était peut-être un peu, je dirais, le point d'égalité sur ce démarrage. Mais c'est un vrai accélérateur à mon sens parce que les outils se sont rapidement adaptés, les gens se sont rapidement adaptés, des échanges ont été refaits et on a réussi à tenir les relations, l'activité et les performances de l'année. Maintenant, si on prend un peu de recul, la difficulté qu'on ressent encore aujourd'hui, parce que nous sommes beaucoup encore en télétravail, hein, pour une grosse partie chez nous, c'est que globalement, on a perdu dans certaines relations. On ne rencontre que des gens avec qui on a rendez-vous et que sur un sujet qu'on a pu évoquer. J'aurais dit, le premier confinement, les réunions Teams ou Zoom, on prenait du temps de partager, d'échanger, d'être un peu peut-être un peu plus de personnel. Et puis, la vie reprend et on s'adapte, hein, on est résilient et on trouve des solutions avec les outils et on repart vite sur nos mêmes habitudes, nos mêmes modes de fonctionnement. Et le fait d'avoir des rendez-vous qu'avec des personnes
avec qui on a prévu sur un ordre du jour prévu, fait que globalement, on perd toute cette richesse, cette diversité d'interactions et d'évocation de nouveaux sujets, de nouvelles ambitions, de nouveaux projets. Et c'est un manque que j'espère rapidement combler. Farah, est-ce que tu ressens la même chose? Qu'est-ce que le Covid, qu'est-ce que le Covid a réellement changé dans tous ces échanges professionnels à distance? Et je partage à la fois ce que disait Virginie, ce que disait Marie-Laure et ce que disait Marie, c'est-à-dire que effectivement, beaucoup de choses maintenant se font à distance. Alors moi, ma particularité, c'est que en interne, avec mes collègues et puis les personnes que je fais du management transversal, pour utiliser le terme consacré, j'étais déjà à distance, c'est-à-dire qu'on est distribué sur différents sites en région parisienne et on se retrouve de temps en temps en réunion, mais déjà avant, on travaillait beaucoup par mail, par visio. Mais effectivement, avec les clients, par contre, ça, c'est complètement nouveau de faire des visios. Et je partage avec Marie-Laure le fait que pour des nouvelles personnes qui arrivent dans les collectivités ou des nouveaux clients, c'est pas facile d'établir le lien de confiance à distance et qu'on a besoin de se voir physiquement. Alors heureusement, après le premier confinement qui a été très strict, maintenant on peut quand même se voir. Donc la majorité des échanges se font à distance, mais heureusement qu'on peut garder un bout de physique. Et je partage aussi avec Virginie le fait qu'on a perdu les échanges informels qui pouvaient se faire avant une réunion, après une réunion, au moins en partie. Donc, effectivement, le premier confinement, on faisait l'effort de faire des apéros Skype. Et puis la vie avance et on le fait moins peut-être. Juste pour renforcer le propos de Farah, effectivement, on est toutes les deux, je pense, sur des clients qui sont des collectivités aussi. Il ne faut pas oublier qu'en même temps, le premier confinement, on a aussi vécu les élections et la prolongation des élections communales qui a été une difficulté supplémentaire parce qu'avec des nouveaux élus qui arrivent et qu'on ne peut pas rencontrer, d'habitude, c'est plutôt un moment de fête, l'élection d'un maire. Et là, ça a été un petit peu compliqué. Ouais. Ouais, et je rajouterais qu'il n'y a pas eu de vœux cette année, donc pareil, ça a réduit les opportunités d'échange informels. Bon, espérons que vers septembre, on pourra recommencer à faire des petits cocktails et des trucs informels. Dans l'accompagnement des startups, Sylvie, justement, il y a quand même des moments où on est obligé d'avoir encore des moments en physique. Donc, toi, tu as trouvé une solution avec le Figital. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, Figital, on ne va pas faire de la sémantique, mais en fait, c'est la fusion du digital et du physique. Donc, c'est inventer des nouvelles passerelles pour avoir à la fois des canaux physiques et digitaux. Donc, moi, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt Marie, Virginie, Farah, Marie-Laure. Et en fait, c'est vrai qu'à l'occasion du premier confinement, en fait, il a fallu qu'on se recrée des repères. Et ça, un petit peu dans la douleur et dans l'urgence, pour pouvoir passer d'un mode qui était bien souvent exclusivement ou en grande partie présentiel. Donc, pour moi, c'était le cas à la fois avec mon équipe, mais aussi avec les startups où on favorisait vraiment tout l'accompagnement en présentiel. Et il a fallu qu'on passe en monde tout digital. Et pour autant, ça n'a pas été très, très confortable. Alors, on a, certains disent, on a fait des apéros visio. Nous, on faisait le goûter des villageois tous les jeudis après-midi. Mais notre Madeleine de Proust, c'était juste notre tasse de thé et ça nous permettait de communiquer. Et puis, on s'est rendu compte, comme le disait Virginie tout à l'heure, que en fait, ce n'était pas suffisant parce qu'on tombait dans des rendez-vous programmés sur des sujets vraiment bien définis et du coup, ça laissait plus de place au naturel, au spontané. Et donc, il a fallu réinventer un autre mode de communication. Donc, alors, je ne sais pas si je fais figure d'exception, mais nous, on a repris l'activité en présentiel au village avec une équipe qui alterne en fait le télétravail et le présentiel de façon à avoir à la fois des moments au village et des moments à distance.
Et du coup, on a complètement réorganisé notre méthode de travail avec des entretiens, quand ils sont individuels avec les startups, peuvent se faire à travers d'une réunion digitale avec un pont Teams qui est réservé, mais aussi des moments privilégiés sur la place du village où ceux qui sont loin, qui sont en télétravail, pour les startups qui ne sont pas sur place, et il y en a un certain nombre, eh bien, elles se connectent avec nous, avec le grand écran qui est sur la place, et du coup, c'est de l'immersion dans l'atelier ou dans l'événement collaboratif qu'on met en place. Et puis, les autres personnes sont avec des pieuvres sur les tables pour pouvoir parler avec tout le monde. Donc, c'est à la fois une situation qu'on a fait dans une situation de pis-aller dans un premier temps, mais qui aujourd'hui permet de maintenir le lien aussi avec ceux qui sont souvent à distance. Et je pense que ça nous a permis de se réinventer avec plus d'agilité et de maintenir ces contacts, du coup, qui sont maintenant digitaux et non plus seulement digitaux ou seulement présentiels. Merci. Alors, passons au troisième sujet de la conférence d'aujourd'hui sur la parité et le sexisme au travail, justement. Marie-Laure, est-ce que tu as déjà observé du sexisme dans ta carrière? Oui, oui. J'ai observé du sexisme dans ma carrière. J'en ai un peu parlé en introduction. Il y a quelques images comme ça qui me viennent en tête assez marrantes aujourd'hui, parce qu'avec le recul, on se dit, mais voilà, les attitudes parfois sont surprenantes. Alors, moi-même, personnellement, j'ai été victime de sexisme de la part de mes clients. Et puis, je connais quelques collaboratrices également qui se sont fait, on va dire, insulter au rendez-vous de par leur genre féminin. Bon, juste pour vous raconter une petite anecdote, j'avais pris la direction d'une agence après, comme je vous l'avais expliqué en introduction, toute une série d'hommes. Et j'ai un jour un monsieur qui est arrivé dans mon bureau qui m'a dit: vous devez être la stagiaire, je voudrais parler au nouveau directeur d'agence. Donc là, je me suis levée avec mon 1m75, j'ai bombé le torse, j'ai serré la main et j'ai dit: bonjour monsieur, je suis la directrice de l'agence. Ce monsieur a été particulièrement désagréable en disant que je n'avais rien à faire là. Et que voilà, les relations ont toujours été tendues avec ce monsieur jusqu'à ce qu'il ait des gestes violents de retourner mon bureau un jour où je l'avais refusé un prêt. Mais on sentait bien quand même dans son discours que c'était quelqu'un qui était extrêmement intolérant et sexiste. Voilà, c'était juste pour la petite histoire de cette… Mais vraiment, quand on parle de sexisme, j'ai cette histoire-là qui me revient en tête parce qu'elle m'a marquée. Parce qu'il n'y avait aucune… il n'a pas laissé la place au discours, au dialogue. Il a tout de suite pris les devants en étant extrêmement virulent et avec des propos complètement déplacés. Ça, c'était il y a quand même quelques années, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, je peux vous dire que je pense qu'en tout cas, dans le domaine professionnel et dans le domaine bancaire, les choses ont vraiment beaucoup changé. La mentalité a changé, que ce soit au niveau des clients ou au niveau des collaborateurs. On n'a plus de réflexion sexiste. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est dans un métier à responsabilité avec la gestion d'un portefeuille d'affaires? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le métier qui veut ça, la position, ou est-ce que c'est le fait que la société change? J'ai espoir que c'est une question de société et que malgré les dérives qu'on a connues ces dernières années, qui ont été très médiatisées et qui ont fait l'objet d'un certain nombre de procès, j'ai espoir que les mentalités commencent à changer et qu'aujourd'hui, le fait qu'un homme qui n'a pas de bons propos, des propos adaptés, puisse se retrouver mis sur le devant de la scène et pointé du doigt par les réseaux sociaux ou les autres organismes différents, font qu'ils réfléchissent à deux fois avant de se positionner sur un caractère sexiste ou intolérant. Donc j'ai espoir que ça change. Je suis une grande philosophe, moi, de nature, donc je me dis que ça va faire forcément bouger les lignes et que tous les nouveaux réseaux sociaux qui sont sortis et tous les appels à la dénonciation de caractère sexiste me font croire en ça.
Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase, un vrai tournant à 180 degrés sur beaucoup de points. Et sur ce point-là, on est en train de gagner du terrain sur l'intolérance des hommes vis-à-vis des femmes. Alors, il y a aussi quand même beaucoup de choses qui ont évolué sur toute la notion de harcèlement qui est davantage documentée et dont tout le monde est au courant maintenant. Marie, cela dit, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés quand même à déclarer du harcèlement quand on le vit Oui, alors là où je suis d'accord avec Marie-Laure, c'est que les choses ont évolué et que tout ce qui est de l'ordre… je vais répondre en deux fois, mais tout ce qui est de l'ordre interne à l'entreprise, il y a quand même des lois. Je pense qu'on en est à peu près avec le sexisme, le harcèlement des femmes au niveau du racisme. Donc, nos organisations ont évolué et condamnent fermement ça et c'est plus simple. Après, en extérieur, je pense qu'on est au niveau du travail sur ces thématiques-là assez similaires à ce qui se passe dans la société française. Donc, le harcèlement, c'est quelque chose qui peut être assez insidieux, surtout quand ça vient de l'extérieur, surtout quand on a un rôle de représentation, quand il y a des événements un peu informels. C'est quand même difficile de le détecter déjà. C'est difficile d'en parler parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on a passé le cap de ce qui est de l'ordre de la plaisanterie ou voilà. Reconnaître le moment où ça devient insistant, c'est compliqué. Peut-être dans mon rôle en particulier, mais c'est quand même difficile à identifier. Bien sûr, quand on est dans des organisations qui se montrent à l'écoute, c'est plus facile. Parce que si on a des responsables, si on a eu des formations sur le sexisme, si tout le monde dit d'en parler, et c'est quand même la chose fondamentale, hein, on le voit bien aujourd'hui dans ce qui se passe dans la société. Ce que disent les femmes qui ont parlé, c'est pas la parole qui s'est libérée, c'est l'écoute qui s'est libérée. Donc, de savoir qu'on va avoir quelqu'un qui va nous écouter dans notre propre société et ne pas nous mettre en difficulté, c'est important. Mais c'est quand même un premier frein. Il faut savoir à quel moment j'en parle et comment j'en parle, à qui. Le deuxième frein, c'est que le problème soit pris à sa juste valeur. Alors, c'est un peu le parallèle du premier, hein, mais voilà, qu'on ne diminue pas ce qu'on est en train de vivre et qu'on nous accompagne là-dedans. Le troisième frein que j'identifie, moi, c'est la suite à donner. On en a parlé, il se passe quelque chose de problématique. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Et ça, même si on est accompagné par nos entreprises, ça reste un choix qui est très individuel. Et là encore, c'est un parallèle que je fais avec les dénonciations qui se font dans la société aujourd'hui. On voit bien que les femmes, avant, alors sauf si c'est très médiatisé, mais quand même, les affaires qui sortent, les 10 qu'on voit en ce moment, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a toutes ces histoires qui ne se voient pas, qui ne sont pas médiatisées et où les femmes, finalement, qui dénoncent, mettent une partie de leur vie de côté avant que l'homme qui est le harceleur soit embêté. Donc, ça, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui se reproduit dans les entreprises aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, si je dénonce du harcèlement, je dois mettre une partie de ma vie, de ma carrière, de ce que je fais au quotidien de côté pour que ça puisse avancer. Et puis, voilà, le quatrième frein, c'est aussi est-ce que tout le monde va prendre ses responsabilités? Et là aussi, j'apprends rien en entreprise. Enfin, dans nos relations professionnelles, il se passe ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire une fois qu'on a dénoncé, une fois qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce que beaucoup de femmes ne dénoncent pas parce qu'elles se disent de toute façon, ça ne va rien changer dans mon quotidien. Donc ça, c'est un autre sujet qu'il faut bien avoir en tête et qui aujourd'hui à la fois limite les actions en termes de harcèlement, limite leur quantification aussi, parce qu'évidemment, quand on n'en parle pas, ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est un sujet de société. Donc, voilà, je crois que c'est quelque chose dont il faut parler et libérer l'écoute et l'attention à ça. Alors, le sexisme, c'est une chose, mais la parité a bien évidemment du bien. Enfin, des choses intéressantes à apporter. Alors, pourquoi vouloir la parité, d'après toi, dans les entreprises, Farah? Et qu'est-ce qui peut aussi être un frein à l'ambition des femmes pour accéder à des postes de direction et ce qu'elles peuvent apporter donc, à ce niveau?
Bon, alors, en préambule, faut-il vraiment la parité, hein, peut-être qu'on peut se poser la question. Alors, je pense que ce qu'on met derrière quand on met des objectifs de parité, parce que tout à l'heure, je pense que Virginie qui nous en a parlé, où elle nous disait on met en place des choses pour améliorer la parité si elle le souhaite. Bien entendu, on ne peut pas forcer à avoir 50% d'infirmiers si statistiquement il y a plus de femmes ou d'hommes qui veulent s'orienter vers ce métier, etc. Mais je pense que fondamentalement, quand on se pose la question de la parité, ce qu'on fait, c'est qu'on s'interroge sur, d'une part, les discriminations qu'il faut combattre, quelles qu'elles soient. C'est une question de justice, hein, de faire en sorte que nos organisations ne favorisent pas les discriminations. Et puis, un autre point qu'on met souvent en avant et qui est très vrai, hein, je crois que c'est pareil, Virginie qui en a parlé tout à l'heure, qui est plus on est divers dans nos organisations, plus les profils sont diversifiés. Et ce n'est pas tellement une question de genre, d'après moi, mais c'est aussi une question de style, de caractère, de valeur. Plus on est divers et plus on peut s'adapter au monde qui nous entoure et être réactif. Et donc, je pense que s'intéresser à la parité, finalement, c'est s'intéresser à tout ce qui fait frein à la diversité de nos organisations et améliorer les choses pour tout le monde, finalement, hommes ou femmes. Et peut-être, si je peux compléter sur les freins, peut-être ça peut être intéressant que je vous partage les résultats de l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que ça rejoint beaucoup de choses qu'ont dit à la fois Sylvie, Virginie tout à l'heure. C'est que les freins en fait, au leadership féminin, c'est d'une part le manque de visibilité de modèles féminins. Donc, il y a des métiers qu'on perçoit comme masculins, et notamment dans le leadership. Il y a une autocensure, les femmes prennent moins de risques, prennent moins le risque de postuler à un job où elles n'ont pas 100% des compétences que les hommes. C'est pareil, hein, tout ça c'est statistique, c'est pas forcément que les hommes ou que les femmes, mais statistiquement on peut dire ça. Il y a une crainte sur l'équilibre de vie professionnelle, vie personnelle, et il y a un poids important des réseaux dans les processus de recrutement, et les femmes ont moins tendance à activer ces réseaux-là que les hommes. Donc c'est des choses… Quand on travaille ces choses-là, je pense qu'on améliore les choses, pas que pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui ne sont pas dans un modèle traditionnel de gestion de la carrière. Alors, on entend parler ces jours-ci du fait que les conseils d'administration de groupes cotés devraient être, si les lois passent, davantage paritaires. Mais alors, c'est quoi les attentes par rapport à cette parité, à ton avis, Marie ? Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ces questions de parité et je modère un peu ce que dit Farah, parce que oui, alors je suis tout à fait d'accord sur la diversité en tout et est un atout pour une entreprise. On ne doit pas se priver de toutes ces différences qui sont une force. En revanche, je pense qu'aller vers la parité, c'est nécessaire pour une entreprise. C'est nécessaire parce qu'on n'y est pas aujourd'hui, donc les entreprises se privent de cette richesse-là. Et on voit bien que c'est par les lois qu'on y arrive. Et d'ailleurs, même avec les lois, c'est compliqué. Même avec les lois qui existent, la masculinité est encore très présente en France, même si on est un pays qui est plutôt… il ne faut pas non plus se flageller. Par rapport à d'autres pays, on est quand même plutôt bien. Mais la parité est importante pour moi, principalement pour deux raisons. La première, c'est que ça pose le problème là où il est. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de harcèlement. S'il n'y a qu'une femme qui est sur un poste sur 100 et qu'il y a un sujet de harcèlement, le problème, ça va être un peu la femme quand même. Alors que si on a 50 femmes, 50 hommes et qu'il y a 20 situations de harcèlement sur les femmes, ça repositionne le problème là du coup. C'est-à-dire que ce n'est pas cette femme-là qui pose un problème, c'est vraiment il y a un problème de société. Et ça, aujourd'hui, on n'arrive pas à le voir parce que les femmes sont encore sous-représentées à certains postes. Donc, pour moi, ça, c'est le premier sujet pour lequel il faut aller vers la parité. Oui, pas au détriment des compétences, c'est-à-dire choisir une femme pour choisir une femme, c'est dommage, il ne faut pas en arriver là. C'est pour ça que je pense que pour la parité, il y a à la fois les lois, mais il y a aussi beaucoup de concertation, beaucoup de dialogue entre nous. On a besoin des hommes pour arriver à cette parité-là. On a besoin d'avoir des hommes qui partagent ces convictions-là. Et puis, l'autre sujet, c'est que pour moi, l'égalité homme-femme, elle passe par une égalité de moyens financiers. Et tant qu'on n'a pas une parité au niveau des salaires, une parité au niveau des postes, les femmes n'auront
pas autant de moyens financiers que les hommes. Donc, clairement, c'est un sujet qu'il faut adresser. Bien sûr, c'est pas juste là où je rejoins, là où par contre je recoupe les arguments de Farah, c'est que il faut pas que ce soit clivant, il faut pas qu'on oppose les hommes aux femmes et qu'on choisisse une femme pour choisir une femme. Il faut repartir aussi à l'origine, c'est-à-dire que s'il manque de femmes dans certains métiers, c'est qu'on a un problème au niveau de la formation, c'est qu'on a un problème au niveau de l'éducation. Et donc là, c'est là où nos entreprises ne peuvent pas faire un travail qui est en amont. Elles peuvent participer, bien sûr, à travers de la sensibilisation. Je pense qu'ici, tous nos grands groupes le font, participer à des forums de l'emploi, intervenir dans des lycées pour motiver les filles et les femmes. Et là, on ne peut pas prendre ce côté-là. Mais bon, on voit bien quand même que beaucoup de choses liées à l'égalité ont avancé avec les lois. Donc, voilà, la parité, il faut le… Enfin, pour moi, je le soutiens, même si ça peut heurter sur certains choix. Justement, quelle est ta position, Sylvie, sur la nécessité de légiférer sur cette question de parité, justement? Alors moi, je me demande si légiférer, c'est vraiment la solution et je pense pas. Je pense qu'il faut de la souplesse pour adapter à chaque contexte de chaque entreprise. Le fait d'avoir des quotas, en fait, ça permet d'atteindre une parité, mais qui est qu'une parité numérique. Or, le quota, c'est que ça n'est qu'un outil et ça n'a pas d'impact sur le comportement. Et donc, ce n'est pas parce que dans un COMEX, il y aura 50% de femmes qu'en fait, toutes les problématiques seront résolues, à la fois salaire, conditions de travail, etc. Donc, on ne pourra pas dire que l'inégalité qu'on évoque depuis tout à l'heure, en fait, sera réglée uniquement parce qu'il y a un quota et parce que ça aura été légiféré. En fait, l'idéal, c'est de choisir non pas via un quota, mais via une diversité. C'est ce que Marie et Farah évoquaient, de personnalité, d'expertise, de compétences, de qualité humaine, qui font que, en fait, dans un monde, il y a à la fois des hommes et des femmes, et ce qui fait la richesse, c'est cette complémentarité en fait des différentes composantes de la société. Si je fais un focus sur le monde de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, alors je ne sais plus laquelle d'entre vous disait que les choses avaient changé. Je crois que c'est toi, Marie, qui l'évoquais. Mais au niveau de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a 40% des entrepreneurs qui sont des femmes. Donc, alors 40%, ce n'est pas 50, mais enfin, c'est déjà pas si mal. C'est quand même quelque chose d'assez important. Après, si on focus sur le monde des start-upeuses, pour autant, il y en a bien moins que des entrepreneurs. Mais enfin, notamment parce que sur la tech, il y a moins de start-upeuses. Donc, il y a une féminisation, mais qui n'est pas encore tout à fait au même niveau. Donc, moi, je suis d'accord avec ce que disait Marie-Laure sur le fait qu'on se met des freins dans nos cas. Enfin, les femmes se mettent souvent des freins dans les carrières et notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Qui est à la fois une aventure humaine, une aventure familiale et une aventure entrepreneuriale. Et du coup, autant de casquettes qui sont quelquefois difficiles à endosser. Donc, si je résume ce que je viens de dire, je pense que à la fois, je pense qu'il subsiste en fait de grosses problématiques par rapport à l'entrepreneuriat féminin, mais pour autant, légiférer ne me semble pas la meilleure solution. Alors, quand on intervient dans des écoles d'ingénieurs ou à l'université, on voit quand même des salles de plus en plus mixtes. Virginie, quel conseil tu donnerais, toi, de jeunes cadres, de futures jeunes cadres féminines? Alors, moi, je dirais qu'il y a une chose basique, c'est qu'il faut oser. Donc, le conseil que je leur donnerais, c'est oser. Il y a une émission qui passe sur France Inter de Léa Salamé qui s'appelle Femmes puissantes, qui est très intéressante et j'invite
tous les hommes et les femmes qui sont connectés à cette conférence ou qui vont l'écouter, d'en écouter quelques-unes. Il y avait un petit propos de Christine Lagarde que j'ai noté et que je trouve très intéressant, c'est « À aucun moment, il ne m'est venu à l'idée de ne pas essayer ». Et je pense que dans cette logique de plafond de verre que certaines femmes peuvent se mettre par rapport à des freins qu'elles-mêmes se positionnent, il faut y aller et il n'y a pas de raison de se poser les questions, il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Il faut être soi-même, il ne faut pas essayer de jouer un rôle aussi. Hein. On est ce qui on est et on avancera comme on doit avancer dans nos propres convictions. Donc, il faut oser, il faut y aller et il faut aussi, je pense, faire confiance à cette jeunesse. Jean-Christophe, tu disais qu'il y avait de plus en plus de femmes dans des écoles d'ingénieurs, par exemple. Oui, on voit que même si ce n'est pas encore la parité, de plus en plus, il y a des femmes qui osent, alors qu'on disait que ce n'était pas dans leur possibilité de faire des mathématiques. De plus en plus de femmes s'inscrivent dans les écoles d'ingénieurs. Donc, cette transformation, elle est enclenchée. Il faut qu'on soit très, très vigilante parce que, bien évidemment, on a la chance d'être en France et d'avoir un accompagnement, une posture qui peut être bienveillante, mais on sait que ça peut tout le temps, tout peut vite déraper. Donc, il faut qu'on soit très vigilante, il faut qu'on soit là où les décisions se prennent. Il ne faut pas qu'on hésite à se faire connaître. Je dirais l'impact Covid fait que finalement, on est à distance, on est tous finalement sur un pied d'égalité, qu'il faut user et abuser à notre niveau pour être où les décisions se prennent, pour réseauter et pour oser vouloir qui on veut être. Et faire confiance à cette jeunesse qui, je pense, voit les choses différemment que ce que nous, ce sur quoi on a pu être confrontés. C'est le moment de regarder un petit peu les questions de l'audience. On a une question notamment de Noémie qui nous dit « Cela m'intéresserait de connaître votre point de vue justement sur le sujet de la parité. Que pensez-vous des sanctions qui ont eu lieu, par exemple, sur la ville de Paris, mise à l'amende pour avoir nommé trop de directrices ?» Voire, je crois que c'était aussi des vice-présidentes ou parmi les groupes d'élus. Je ne sais pas qui se sentirait de répondre à cette question. Peut-être nos amis en contact avec les collectivités. Oui, ben forcément, on a envie de réagir parce que à la fois on se dit que c'est normal de sanctionner puisque la parité, c'est la parité, c'est autant d'hommes que de femmes, c'est pas plus de femmes que d'hommes. Et en même temps, je réagis un peu parce que je me dis quelle rapidité pour sanctionner quelque chose qu'on a mis des années et des années à sanctionner dans l'autre sens. Encore une fois, c'est une histoire d'exigence, mais là aussi, on le voit bien, toutes les réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. On a parlé de la libération de la parole, mais il faut voir les commentaires qu'il y a eu agressifs, les comptes des réseaux sociaux qui ont été bloqués parce que signalés, parce qu'en fait, cette parité, ça se fait un peu dans la douleur quand même. Hein. Ce changement de société. Moi, j'aime pas parler de féminisme parce que ça oppose beaucoup les gens. Alors, je parle de changement de société. C'est difficile pour tous. Là où je condamne un peu la ville de Paris, c'est que de le faire aussi rapidement et en bloc, on peut se dire que c'est une prise de conscience, mais dans ce cas-là, il aurait fallu peut-être communiquer autour de ça. Et on a un peu l'impression que c'est pour cocher la case et avoir le bon chiffre. Donc, que ça ne s'accompagne pas d'un changement de société, justement, ce que je prône. Donc, voilà, je suis un peu… c'est pas vraiment une réponse ferme et définitive, mais… c'est vrai que c'est difficile de se positionner sur ce sujet-là quand on porte des valeurs féministes. Oui, je partage avec Marie, hein, effectivement, quand on lit ça, on se dit mince, c'est vrai que c'est un peu rapide comme sanction. Et effectivement, c'est vrai, la parité, c'est la parité, donc c'est en même temps logique et en même temps étonnant. Là où je partage aussi avec Marie, c'est qu'il y a beaucoup de reproches qu'on fait aux femmes qu'on ne fait pas aux hommes sur la forme, sur l'apparence, voilà. Donc, c'est des choses où il faut encore que la société évolue pour qu'on arrive à la parité. Ou peut-être pas à la parité, mais au moins à l'égalité, plutôt. On a malgré tout, je trouve, dans notre société quand même, nous les femmes, un rôle d'image finalement. On est assez mise en avant sur notre image, notre façon d'être, notre façon de parler. Et dès qu'il y a peut-être
un décrochage ou quelque chose qui ne correspond pas, tout de suite on fait les grands titres des journaux, des réseaux sociaux, regardez comment elle est habillée, etc. Et ça continue de nous coller à la peau, alors que derrière ça, il y a le fond. Il y a le fond, c'est le discours, c'est l'attitude, c'est le professionnalisme, et ça passe des fois en deuxième lieu, alors que l'image passe en premier lieu. Et c'est peut-être ça la différence aussi encore aujourd'hui avec les hommes, c'est qu'on fait plus attention à notre image qu'à notre fond de parole. Tout à fait d'accord. Oui, moi aussi je suis d'accord. Et pour aller encore plus loin, même une femme doit encore se justifier d'être une victime, alors qu'un homme doit tout juste s'excuser d'avoir été. Ah oui, c'est pas positionné au même niveau. Ah, c'est sûr. Est-ce que dans vos entreprises, vous avez des quiz ou des questionnaires annuels ou des notes qui sont diffusées pour rappeler les bonnes conduites d'éthique, de comportement respectueux, etc. Vous toutes? Alors, on a des formations, effectivement, régulièrement, sur l'éthique, sur le harcèlement, sur notre responsabilité, effectivement, donc, oui, tout à fait. Et on a tous les ans un questionnaire de qualité de vie au travail qui reprend notamment notre sentiment sur le sexisme, le harcèlement, des questions qui sont très, très pointues, où on voit bien en fait qu'ils cherchent à déterminer s'il y a ou pas encore dans notre structure ce genre d'attitude désobligeante. Oui. Moi, je veux bien prendre la parole aussi. Donc, même chose que toi, Marie-Laure, on a également des auto-formations, enfin visio-formations, et puis un sondage également sur la qualité de vie au travail, où, semble-t-il, tout s'améliore d'année en année. Alors moi, je vais prendre la parole pour Suez. Nous, on a beaucoup d'évaluations sur la parité, les écarts salariaux, etc. Et je pense que les questions de sexisme sont plus traitées sous forme d'enquête sur la thématique. Donc, je vous disais, cette année, il y a eu une enquête sur les femmes dans l'encadrement opérationnel avec beaucoup de verbatim sur les freins, etc. On a des questionnaires qualité de vie au travail. Là, de mémoire, je ne saurais pas vous dire si ça inclut une partie sexisme. Ça me frappe pas, en tout cas. Pareil que Farah pour le côté Veolia, et ça me fait penser qu'effectivement, on pourrait évoluer dans notre rôle, justement, de faire avancer la société. On est des entreprises, je pense à toutes, on a souvent des goodies, des choses comme ça. J'ai vu passer une fois dans une société d'assurance, il me semble, un jeu qui était un quiz est-ce sexiste ou est-ce de la séduction. Et on pourrait avancer sur ça en faisant justement dans notre matériel de représentation, finalement, des actions sur ça. Je compléterai pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de l'éthique, autour des codes de bonne conduite, autour de formation, d'accompagnement, de formation au sexisme, mais de questionnaires en tant que tel très privilégiés là-dessus. Ça reste encore des choses qui sont ponctuelles, même si dernièrement, il y a eu une grande enquête faite au niveau de plusieurs entreprises, donc interentreprises, pour questionner justement sur ces notions de sexisme. Mais je pense qu'il y a encore sûrement des choses à faire et on voit par contre de plus en plus effectivement d'affiches ou d'engagements qui sont très très ciblés là-dessus. Donc là aussi les choses se transforment, changent et avancent. On a un cas qui nous pose la question difficile. Qu'est-ce que vous pensez du genre neutre ? Bon, je commence puisque j'ai déjà dit que je ne me sentais pas femme. Au boulot, je suis qui je suis et que je sois une femme est accessoire. Après, le genre neutre, en cas, pourquoi pas. C'est encore une évolution des mentalités où je pense qu'on n'y est pas encore quand même. Je compléterais, c'est que effectivement, enfin, moi, je ne pense pas à quelque chose sur le genre neutre parce que je me dis qu'il n'y a pas de genre et que justement il faut aplanir tout ça. Il faut arrêter d'opposer les femmes, les hommes.
il faut être sur une logique de compétences et de gestion. Et globalement, le handicap, tout, on ne doit pas opposer les uns les autres. C'est qui a la compétence pour faire tel et tel métier et pour avancer dans ce métier. Enfin, on voit bien quand même que pour avancer sur toutes ces thématiques, il faut quand même les considérer un petit peu. Et j'avoue que le genre neutre, on n'y est pas encore. Mais on suit l'évolution de la société en si. On voit bien aux informations, etc. On parle de certains sujets. Celui-là n'est pas encore vraiment au cœur des préoccupations. Il y avait aussi une question ou une remarque, pourquoi n'avait-on pas une femme aussi en animation? C'est une très bonne remarque, on peut la prendre pour l'an prochain. Mais d'ailleurs, de la même façon, on pourrait avoir dans le panel pour discuter de ces questions aussi des hommes. Parce que là, on n'a que des femmes dans le panel, mais ce serait intéressant d'avoir vraiment parité aussi sur le panel. Alors, je crois qu'il y a une autre… Quand même, à la défense de Jean-Christophe, on n'a pas d'animatrice femme, mais dans la préparation, on avait bien une femme à la manette. Absolument, absolument. Et dans mon équipe, j'ai quand même pas mal de femmes. Et donc, c'est notre responsable com qui a pas mal travaillé sur le sujet, mais bon, qui n'était pas fan de faire de l'animation. Alors, une remarque de Noémie. Merci pour vos réponses. Ayant effectué un mémoire sur l'entrepreneuriat féminin dans le cadre de mes études, j'ai beaucoup entendu parler du syndrome de l'imposteur, majoritairement ressenti par les femmes. En tant que femme, avec des positions à responsabilité, avez-vous ressenti cela ou en avez-vous été témoin? Ah oui, le syndrome de l'imposteur, rares sont les femmes qui ne l'ont pas éprouvé. En tout cas, si elles ne le nomment pas comme ça, c'est parce que c'est pas le terme qu'elles utilisent, mais quand même, on voit bien que les femmes ont à cœur de prouver encore plus que les autres, et surtout quand on leur fait un reproche sur quelque chose par rapport à leur position, de s'en vouloir et de se dire que ah ben oui, tiens, ça elles n'ont pas fait. Je prends un exemple, on est justement plutôt des postes à responsabilité, donc on ne peut pas toujours être sur le terrain. Je pense qu'on nous a toujours un peu, au moins une fois, chacune d'entre nous, reproché de ne pas, alors pour ma part, être descendu dans un réseau d'assainissement ou monter sur un château d'eau, enfin voilà, des choses comme ça. Et on en a éprouvé un sentiment de se dire, ah ben oui, peut-être que je ne suis pas légitime à mon poste. Là où je pense, à critique égale, un homme aurait dit, bah oui, je ne suis pas monté, mais moi en même temps, ce n'est pas mon rôle, c'est toi qui dois monter au château d'eau, c'est toi qui dois faire cette intervention, pas forcément moi. Donc il y a ce côté, en tout cas, moi autour de moi, je l'ai souvent entendu. Alors, on va passer maintenant à la question pour couronner notre conférence, j'ai envie de dire, qui est: quelle serait chacune d'entre vous votre définition du leadership féminin? Question difficile sur laquelle vous vous êtes toutes penchées. Vous avez certainement des visions relativement proches, mais ce serait quand même intéressant de vous entendre sur votre définition justement du leadership féminin. Je vais vous laisser intervenir sans mettre d'ordre particulier. Qui veut se lancer? Moi, je veux bien. Donc, Sylvie. Le leadership au féminin, quand Yael, donc ta collaboratrice féminine qui m'a interrogée, je lui ai dit spontanément que c'était introduire de l'émotion dans la relation avec les autres. Et je pense à la réflexion, c'est aussi d'avoir confiance en soi et de faire confiance aux autres pour, en fait, à la fois pour pouvoir avancer de manière plus sereine et pour pouvoir révéler ceux qui sont avec nous. Et puis, je pense que le leadership féminin, c'est aussi de favoriser donc l'émotion, l'effervescence, la créativité pour les métiers d'innovation et ce qui permet d'avoir un écosystème d'innovation diversifié. Merci Sylvie. À mon tour, moi,
La première réflexion que je me suis fait, c'est pourquoi un leadership féminin. Finalement, le leadership, c'est une capacité à embarquer les gens, à les inspirer, à les motiver. Donc, il n'y a pas une caractéristique féminine, même si finalement, un peu quand même, parce que quand on dit un leader, par exemple, on dit plus facilement un leader qu'une leader. Voilà, même le terme, ça fait un peu bizarre à prononcer. Donc, il y a bien un sujet autour de ça. Et pour moi, le leadership féminin, au-delà de toutes les qualités, c'est cette idée de mixité, c'est-à-dire que on apporte tous quelque chose. Et tant qu'on n'est pas, tant qu'on donne pas sa chance à tout type de leadership, tant qu'on le conforme à un seul type de personne, ben, l'entreprise y perd quelque chose finalement. Et après, incarner le leadership féminin, c'est important parce que on a ça en plus. On se met beaucoup de pression, on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est d'être une femme leader. Et on a aussi cette petite pression en plus de se dire, finalement, on sensibilise, on est le porte-drapeau du féminisme et de la parité au travail et de l'égalité des genres. Et ça, c'est à la fois un poids, mais c'est en même temps un enthousiasme en plus, parce que quand on voit qu'on est des sociétés qui représentent des milliers d'employés au niveau de la France, eh bien, on a un rôle à jouer là-dedans. On a un rôle à jouer dans le changement des sociétés en tant que femme leader, de se dire, par ce que j'apporte à la société, je vais induire un changement durable sur cet enjeu-là. Je veux bien poursuivre si vous voulez, parce que les propos de Marie m'ont beaucoup plu et j'aimerais rebondir en fait sur la notion d'équilibre. Effectivement, je trouve que le leadership féminin, c'est aussi la volonté de trouver un juste équilibre dans les compétences, savoir reconnaître les talents et les valoriser, que ce soit des talents féminins ou des talents masculins, mais tout en gardant à l'écoute quand même notre sensibilité, puisqu'une femme est quand même beaucoup plus, je trouve, sensible, avec quelque chose de peut-être un peu plus musical, entre guillemets, qu'un homme qui va peut-être penser plus pilotage, chiffres, même si c'est un peu, en réfléchissant, c'est un peu idiot, parce que je pense qu'il peut y avoir des hommes très sensibles et puis des femmes très pilotes, mais c'est vrai qu'on reste quand même avec une sensibilité particulière. Donc, essayer de trouver le juste équilibre des compétences et surtout valoriser les talents. Et ça, je trouve qu'une femme arrive à reconnaître les talents, masculins ou féminins, et à les valoriser, à savoir les valoriser, à donner la juste valeur des talents. Et j'espère en tout cas que ça fait avancer la société aujourd'hui. Et les entreprises, pour rejoindre les propos de Marie et de Sylvie, ont besoin d'avoir et des hommes et des femmes à leur tête pour pouvoir équilibrer les compétences. Je prends la suite, si vous le voulez bien. Alors, moi, j'ai un problème avec le terme, en fait. Un leadership féminin, ça me met pas très à l'aise, ça me fait penser à un stéréotype quelque part. Là où je rejoins Sylvie et Marie-Laure, et puis Marie aussi, c'est que ce qu'on met derrière le leadership féminin, c'est effectivement un management plus humain, à la limite un peu plus altruiste peut-être, mais qui ne me semble pas réservé exclusivement aux femmes, et qui par contre est probablement peu favorisé par nos organisations et historiquement par l'organisation de nos sociétés. Il y a peut-être aussi autre chose qui est autour du rôle de l'équilibre de vie professionnelle personnelle, qui historiquement fait que les hommes se consacrent au travail, les femmes à la maison. Et ça, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est quand même, ça a beaucoup évolué. Autour de moi, j'ai beaucoup d'hommes qui en font au moins autant que leur, et le mien en fait partie, qui en font au moins autant que leur conjointe. Et ça fait évoluer les mentalités aussi. Et ça va faire avancer nos entreprises vers la parité aussi. Et ces hommes-là, il faut aussi qu'on les embarque avec nous et qu'ils ne soient pas discriminés parce qu'ils apportent ils accordent de l'importance à l'équilibre vie privée, vie pro, ou qui sont plus humains. Voilà.
Alors moi, j'adhère à tout ce qui a été dit très clairement, qui chacune d'entre nous, on revendique ce leadership, et je trouve qu'à chaque fois, il y a de la co-authenticité. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu un problème avec la logique de leadership féminin, parce que globalement, pour moi, c'est pas une logique de féminin et masculin, il y a des leaders, et c'est des personnes qui permettent d'entraîner, d'amener avec soi des équipes vers une ambition, un chemin, une vision, et qu'il soit féminin ou masculin, c'est la personnalité qui fait ces choses-là, et c'est ce sur quoi je m'attache le plus. Après, si on regarde plus le féminin, effectivement, on pourrait dire qu'il y a peut-être un peu plus de bienveillance, peut-être un peu plus de sensibilité humaine parfois quand on est une femme, ou pas. Ça va dépendre de la caractéristique de la personne. Et je resterai sur ce qui, pour moi, est très, très important, c'est de rechercher l'authenticité. C'est pas essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas, c'est par l'authenticité de chacune de nous qu'on arrive, à mon sens, à faire avancer les choses. Et cette mixité qui est très importante dans l'entreprise permet justement à ces dernières de grandir, de s'enrichir et d'être performantes. Mais ça doit rester dans cette mixité et avec du leadership aussi bien masculin que féminin. Pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Merci beaucoup, mesdames, pour ces mots de conclusion. Il me reste à remercier à nouveau chaleureusement Yael Charby, qui est notre responsable de com, qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de cet événement, dans les échanges avec vous. Merci encore à vous toutes de vous être pliées à l'exercice. On espère, à Descartes Développement Innovation, qu'on contribue à notre modeste niveau à faire évoluer ces questions. On vous donne rendez-vous à nouveau l'an prochain sur une autre conférence dédiée aux droits des femmes. Merci à tous et toutes. Bon après-midi. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.